Si vous regardez cette vidéo le jour de sa sortie, sachez qu'on sera en live à 20h30 sur Twitch pour débriefer du sujet. On vous y attend, les liens sont dans la description. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'atelier. Cette semaine, on va s'attaquer à un gros sujet, un sujet plutôt important puisqu'on va s'attaquer, comme vous l'avez vu dans le titre certainement et dans la miniature, on va s'attaquer à la construction bois. Cette vidéo est réalisée encore une fois en partenariat avec Bois Local. Alors c'est une marque collective wallonne qui rassemble une cinquantaine d'entreprises et dont le but est de vous assurer la provenance et la transformation locale du bois que vous achetez. Ce qui veut dire que le bois que vous achetez a été coupé et travaillé à maximum 200 km du point où vous l'achetez. Vous êtes sûr que votre bois a un impact le plus faible possible sur l'environnement. La marque Bois Local vous propose d'ailleurs de nombreux produits réalisés en bois local, de la cuillère en bois à la maison, en passant par les jouets, le parquet, le mobilier, le bois de chauffage, etc. etc. Et d'ailleurs, normalement on a un petit projet qui se prépare là depuis, bon ça va faire au moins un an. D'ailleurs, les gens qui nous suivent sur Insta et Facebook sont un peu au courant de ce projet. N'hésitez pas d'ailleurs à aller le faire tout de suite, à aller sur Insta et sur Facebook et à vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant de la sortie de ces prochaines vidéos. Parce qu'on vous prépare un petit truc justement pour essayer de suivre toute cette chaîne du bois, de la pousse du bois jusqu'à la coupe, jusqu'à la construction d'établis, de meubles, etc. Comme je vous le disais, donc Bois Local rassemble une cinquantaine d'entreprises et c'est justement dans une de ces entreprises qu'on a pu aller tourner pour cette vidéo. Cette entreprise, c'est Stabilam et je les remercie énormément de nous avoir chaleureusement accueillis pour venir tourner quelques images chez eux que vous verrez dans cette vidéo et puis surtout d'avoir répondu à nos questions et c'est grâce à leur site internet dont le lien est aussi dans la description, n'hésitez pas à aller y faire un petit tour. C'est grâce à leur site que j'ai pu me renseigner pour cette vidéo en grande partie. Trêve de bavardage, on va tout de suite se lancer dans de la construction en bois. Rapidement, puisqu'on aime bien ça ici sur la chaîne, un petit point historique. La construction en bois, en fait, elle remonte à la sédentarisation de l'homme, puisqu'à l'époque, il va devoir commencer à construire avec les ressources qu'il a sur place et qui sont les plus facilement exploitables. Et quoi de plus facilement exploitable qu'un arbre qui pousse et qu'il suffit de couper et de tailler pour construire des maisons. Mais la première réelle maison en bois dont on a des traces remonterait à plus de 3000 ans. Mais la maison en bois va à une certaine période malheureusement devenir un petit peu la technique des pauvres. Il vaut mieux avoir une grosse maison en briques et en béton plutôt qu'une petite chaumière en bois. Ouais, c'est pas faux. La construction en bois va donc tout doucement disparaître et être remplacée par ce qu'on appelle la construction traditionnelle, c'est-à-dire construction brique-béton, alors que bon finalement du coup si on y réfléchit ce qui est plus traditionnel c'est plutôt le bois, mais bon. Mais heureusement dans les dernières décennies, avec les problèmes écologiques et l'envie de durabilité, la construction bois revient en force et on commence à développer de plus en plus de techniques pour pouvoir justement construire des grosses maisons avec du bois. Actuellement, il existe donc différents moyens de construire en bois. Il existe en réalité 4 grandes familles de construction en bois. On a tout d'abord le massif. Alors là, on est proche du chalet de montagne. Donc on va avoir une succession d'empilements de poutres qui vont faire la structure, avec des assemblages mi-bois dans les coins et dans les amorces de murs. L'inconvénient de ce système-là constructif, c'est qu'il y a des tassements. Vu qu'on a un empilement de bois, suivant l'humidité, l'hygrométrie, le bois est un matériel naturel, donc il va changer de section. Donc on a un bâtiment avec beaucoup de mouvements. On a passé au poteau-poutre parce qu'en faisant le poteau-poutre, on annulait les mouvements grâce à la structure portante. Ça nous donnait plus de flexibilité au niveau architecture. Mais le matériau empilé est toujours aujourd'hui un matériau et un système constructif qui, pour moi, reste le système le plus économique et le plus rentable. On a ensuite le poteau-poutre avec, comme son nom l'indique, des poteaux et des poutres. On va avoir une structure lamelée collée qui va être la structure portante, les poutres et les poteaux. On va avoir un solivage, un gîtage qui va être posé et qui va être apparent, ou sur lequel on va venir mettre un plancher bois ou un plancher pour donner un aspect blanc. Et puis on peut venir mettre une chape par au-dessus, un complexe acoustique et avoir des résultats tout à fait admissibles dans la norme. Ce système constructif-ci est aussi un système qui est fort apprécié par des gens qui veulent construire de qualité,
mais qui veulent faire eux-mêmes. Parce que l'avantage de ça, c'est qu'on va venir faire un gros œuvre fermé où on n'aura que les murs extérieurs, la toiture et les fenêtres, et les niveaux planchers. Et les gens peuvent faire eux-mêmes dedans. En 5 jours, on va avoir construit un bâtiment où ils ont un gros œuvre fermé, et puis après, il est tout à fait loisible pour un bon bricoleur ou quelqu'un qui veut vraiment s'investir de faire de l'autoconstruction. Donc il est garanti d'avoir une enveloppe de qualité, et après, il peut lui-même venir faire ses travaux dedans, et c'est beaucoup plus simple à faire dans du bois que dans du béton. Ensuite, on a celui qui est peut-être un peu plus traditionnel, un peu plus utilisé. D'ailleurs, c'est ce qu'on a utilisé ici, entre autres, pour construire l'atelier. C'est l'ossature bois. Pourquoi la plus connue? Parce que c'est celle qui demande, entre guillemets, le moins d'investissement industriel. Aujourd'hui, on peut acheter des SLS chez un négoce de matériaux, découper, faire ses ossatures et faire ça. Mais on peut aussi avoir une énorme industrie. Après l'ossature bois, aujourd'hui, on a des montants qui sont espacés de 60 ou de 40 cm, suivant l'isolant qu'on met, suivant le système d'isolant. On va mettre entre ces montants un isolant. On va avoir de chaque côté un panneau ou une membrane d'étanchéité. Et puis on va refaire un latage avec une gaine technique pour passer les techniques spéciales. Et puis un gypse vers l'intérieur ou un bardage bois. Et vers l'extérieur, le parement bois ou la brique ou tout ce qu'on veut. Et enfin, une technologie qui est un peu plus récente, mais qui permet vraiment des choses hyper impressionnantes, c'est le CLT, alors cloué ou collé, donc qui vont être l'utilisation du coup de grands panneaux réalisés avec plusieurs couches de bois, qui vont permettre de créer des très grandes tours jusqu'à 85 mètres, avec des exemples en Norvège ou en Autriche, dont on parlera très certainement dans une prochaine vidéo si ça vous intéresse, mais là vraiment, il y a moyen de faire des trucs très impressionnants. Des cloués, il peut être cloué soit avec des clous aluminium ou alors avec des clous en bois. Donc là, on est vraiment dans un produit qui est 100% naturel, recyclable, local, où on va avoir aucun produit chimique dans la construction. Donc on va avoir un mur totalement respirant avec une migration de la vapeur totalement libre. Donc c'est vraiment le principe de ce système-là. On va généralement avoir sur les murs une finition. Lui, c'est un produit de gros œuvre, c'est pas un produit de finition, c'est pas un mur qui peut amener la finition directement. Bardage bois, enduit à la chaux, plaque de gypse, donc il peut y avoir beaucoup de solutions. On va pouvoir aussi travailler avec des gitages au niveau plancher ou alors un CLT au niveau plancher. Tout ça sont des choix techniques et esthétiques. On peut aller ici sur des murs qui vont de 11 cm à 35 cm d'épaisseur. On va généralement mettre un isolant naturel, ainsi on reste dans l'idée globale du projet, du produit. Et on peut aller sur des multi-étages jusqu'à 5 à 6 niveaux sans problème. On peut voir sur la tranche, tous les plis de planche ont des petites rainures de ventilation. Ces petites rainures de ventilation, elles servent à deux choses. Elles servent à augmenter le pouvoir isolant parce qu'on a de l'air non ventilé entre chaque couche de bois. Et ça nous permet aussi d'améliorer l'acoustique. Sur le CLT collé, où on démontre la différence entre le CLT cloué et collé, c'est que le cloué ne peut être utilisé qu'en mur porteur, pas en plancher. Le CLT collé peut être utilisé en mur porteur et en plancher portant. Après, le principe il est le même. Au niveau des gaines électriques, on va aussi essayer de préforer et d'usiner le maximum. On a un mur qui est un peu moins respirant parce que les plis de colle vont faire des barrières vapeur. Donc on a un produit qui est un peu plus étanche à l'air. Après, au niveau volume de bois, on va avoir une résistance mécanique un peu plus élevée avec le CLT collé. Là, on va avoir des panneaux qui vont faire des formats. Pour notre production chez Stabilam, on va avoir des panneaux qui vont faire 12,50 m sur 3,20 m. Et on va venir avec ces pans de mur totalement usinés, découpés, les fenêtres et tout sur le chantier. Avec le CLT cloué, on a un format de panneau plus petit. On a 3,20 m de hauteur, ça c'est la même, mais on n'a que 6 mètres de longueur. On va aussi pouvoir travailler avec des isolants, on va privilégier des isolants naturels. On peut aussi avoir des planchers au sol avec des planchers traités, parce qu'aujourd'hui il y a aussi une énorme demande en construction sur pieux. Donc plutôt que de faire des fondations sur le sol avec une emprise au sol, on va faire des pieux vissés qui vont venir dans le sol et on va venir poser un ourdi bois. Cet ourdi bois, chez nous, on peut le faire autoclavé classe 4, donc ce qui donne une résistance aux champignons et aux insectes beaucoup plus élevée que quand il n'est pas traité classe 4.
Comme vous l'avez vu, il y a énormément de possibilités de construction en bois et ça permet vraiment de laisser l'imagination aller dans tous les sens pour vraiment construire ce qu'on veut. Mais malheureusement, il y a quand même encore pas mal de, je dirais, de fausses idées qui circulent par rapport à la construction en bois. Il y a quelque chose qui nous suit depuis notre enfance, la maison des trois petits cochons. Aujourd'hui, le matériau bois est un des seuls matériaux où on peut, suivant son calcul dimensionnel, définir sa résistance au feu, sans amener autre chose autour. On sait que le bois brûle de X millimètres par quart d'heure, donc si on veut que ça résiste 2 heures, on va augmenter de X millimètres par temps qu'on veut que ça résiste. C'est aussi un des seuls bâtiments que quand les charpentes sont en bois, les structures portantes sont en bois, les pompiers savent s'il y a le feu encore depuis un certain temps dedans, qu'on peut intervenir, ça ne va pas s'écrouler à n'importe quel moment, contrairement au béton ou à l'acier. Le béton ou l'acier, c'est impossible de dire à partir de quelle température ça va plier ou ça va s'effondrer. Le bois en a vraiment cette particularité-là. Après, le bois massif, donc dans les différents systèmes constructifs, il y en a ceux qui vont résister mieux. C'est un peu l'image de si je veux mettre le feu à une feuille de papier ou un bottin de téléphone. Si vous mettez un briquet sur l'arrière, la reliure du bottin de téléphone, pour ceux qui connaissent encore le bottin de téléphone, ou le gros livre, on va dire d'encyclopédie, le feu ne va jamais prendre, ça va charbonner, ça va s'autoprotéger et le feu ne va jamais se développer. Donc c'est clair que quand on va être dans des systèmes constructifs beaucoup plus massifs, on va avoir moins de problèmes. Donc le feu, aucune inquiétude. Aujourd'hui, le bois est le meilleur matériau naturel dans la protection au niveau du feu. Naturellement, le bois a déjà un énorme argument à ce niveau-là. Un autre point qui est intéressant avec la structure bois, si jamais il y a le feu, c'est que les fumées dégagées sont beaucoup moins toxiques que d'autres matériaux. Quitte à se faire intoxiquer, autant que ce soit avec de la fumée naturelle finalement. Quitte à crever, autant crever avec classe. Moi j'ai crevé avec... En plus ça peut sentir très bon, hein. Tu vois, un petit mur en sapin qui crame, c'est agréable. T'as même envie de rester chez toi, tu te dis « Oh, petit feu de bois, tranquille ». Après, il y a le problème de l'acoustique. Généralement, dans des bâtiments en bois, on dit l'acoustique, oh là là, le plancher chez ma grand-mère, dans le temps, quand je marchais, ça croquait, ça craquait, c'était impossible. Oui, mais on était uniquement avec un solivage et un plancher 22 mm. C'est normal que ça craque. Aujourd'hui, il y a plein de solutions pour répondre aux normes acoustiques qui sont les plus pointues. C'est un préjugé parce que historiquement, on entend les vieux planchers qui craquent. Aujourd'hui, il y a plein de bâtiments en traditionnel béton, si on peut dire que c'est le traditionnel, en fait c'est la tradition d'il y a 40 ans. Plein de bâtiments en béton qui ne sont pas aux normes au niveau acoustique, où vous entendez, entre planchers, vous entendez. Donc c'est tellement rentré dans l'habituel et dans l'usuel que les gens, ils y font plus attention et ils se disent « Ah oui, en bois, oui, c'est vrai, ça doit être compliqué ». Après, il y a l'eau, l'humidité. C'est clair que le plus gros ennemi du bois, c'est l'humidité. L'humidité ponctuelle, si le bois est bien ventilé, il n'y a pas de problème, comme un bardage. Un bardage qui est bien construit extérieurement, avec des bonnes ventilations sur les deux côtés et une bonne évacuation d'eau, des bons assemblages drainants pour que l'eau ne stagne pas. Le bois est bien plus pérenne que plein d'autres matériaux naturellement. C'est clair que si on a des mauvais ouvrages, des mauvais nœuds constructifs où on emprisonne de l'eau et où l'eau est permanente et que le bois baigne dans l'eau, alors s'il baigne dans l'eau totalement, là il n'y a pas de risque non plus. Aujourd'hui on retrouve des vieilles épaves de bateaux en mer qui sont là depuis des centaines d'années et qui sont toujours... C'est parce qu'il n'y a pas l'oxygène, c'est que l'eau. Donc en fait c'est quand on va un peu marier les deux et des différences de température. À savoir aussi par exemple dans un bâtiment, on parle de la mérule. Bâtiment traditionnel, s'il y a la mérule, vous devez le raser ou traiter tout chimiquement. Le bâtiment en bois, si vous supprimez la source d'humidité et qu'on arrive à faire redescendre l'hygrométrie en dessous de 18% d'humidité dans le bois, elle s'en va de nature. Mais c'est des préjugés qu'on a par notre enfance, par des choses qu'on a vues, des ouvrages mal réalisés. Une autre fausse idée, c'est l'idée de déforestation. Alors aujourd'hui, c'est clair que la déforestation est un réel problème, mais la déforestation, elle est où? Est-ce qu'elle est dans les forêts labellisées? Non, elle est en Amazonie, où on va raser des surfaces monstrueuses de bois pour faire quoi? De l'agriculture intensive. Donc en fait, le bois qu'on va couper dans la déforestation généralement, il n'est même pas pour utiliser le bois, il est pour avoir des terres en plus pour l'agriculture. Donc aujourd'hui, nous, on est labellisé bois local, on est labellisé PEFC, donc on va fonctionner et utiliser des bois qui ne viennent que de forêts gérées durablement. Je pense qu'en Europe, peu de constructeurs ont des bois qui viennent de forêts autres que celle-là. La forêt reste une agriculture.
Alors bien entendu, on a peut-être dans les années 50 un peu trop mis de résineux en Ardennes et qu'on doit un peu plus varier. Mais aujourd'hui, la forêt, elle grandit, elle produit. Et en Europe, il faut savoir que la surface de bois sur pied, donc de forêt, augmente continuellement. On est à presque 640 000 hectares par an depuis 30 ans. Il faut savoir qu'on ne prélève qu'à peu près 73% de l'accroissement et donc on laisse à chaque fois 23% de bois en plus. Et donc il y a à chaque fois 23% de bois en plus chaque année malgré ce qu'on prélève. Donc on pourrait encore prélever un peu plus. Dans ces 70%, on ne prélève que 2,4 pour la construction bois. Donc franchement, je pense qu'on est large niveau déforestation, on en est très loin, en tout cas chez nous. Attention, je dis pas qu'il n'y a pas de déforestation, mais on pourrait même carrément construire une maison en bois toutes les 4,5 secondes sans prélever dans notre capital forestier et donc mettre la forêt en péril. En plus, en Belgique, le bois utilisé pour la construction bois est à presque 100% du bois européen. Si c'est géré convenablement, il n'y a aucun problème de la déforestation. Le dernier point qui est une fausse idée, mais qui est un peu le point qui fâche, c'est souvent le prix, puisque eh bien, on a souvent peur que ce genre de construction coûte plus cher. Au niveau prix, c'est clair que si on prend avant Covid, il y avait une différence qui se marquait si on comparait uniquement le prix d'achat. Il y avait une différence entre 10 et 15% plus cher par rapport à architecture simple, on était à 10-15%. Plus on rentre dans une architecture compliquée, moins ce qu'on est cher en bois par rapport au béton. Pourquoi? Parce que la mise en œuvre du bois dans des porte-à-faux, dans de l'architecture complexe, le bois est moins cher parce qu'il est déjà moins lourd, il demande moins de fondation. Aujourd'hui, sur un CLT par exemple, faire des murs avec des fenêtres pointues, cintrées ou rondes sur la commande numérique, faire un carré ou un rond, ça prend le même temps. Donc ça ne coûte pas plus cher. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit aussi beaucoup dans les émissions, plus les bâtiments sont architecturalement compliqués, plus c'est des maisons en bois. Par contre, aujourd'hui, avec tout ce qu'on connaît dans l'économie, l'après-Covid, la guerre en Ukraine, l'envol des matières premières et de l'énergie et de la pétrochimie, cette différence elle diminue. Parce qu'en fait, généralement, tout ce qu'on utilise reste local. Donc ce qui veut dire qu'on est moins impacté. Et particulièrement chez nous, chez Stabilam, où on a vraiment intégré l'entièreté de la préfabrication et de la fabrication et de la conception, nous donne encore un atout supplémentaire et nous permet de atténuer un peu cette augmentation par rapport à ça. Donc finalement, quand on y réfléchit, est-ce que la construction en bois, c'est mieux que la construction dite traditionnelle en briques et en béton? Eh bien, au final, quand on y réfléchit, c'est quand même vachement plus écologique, c'est pas forcément plus cher. On a aussi pas mal d'études qui parlent de biophilie, donc c'est ce bien-être qu'on ressent quand on est dans la nature, et le bois, eh bien, il en fait partie. Il y a quand même de plus en plus d'études qui tendent à prouver que vivre dans une maison en bois, dans laquelle on a du bois visible, dans laquelle il y a du bois, eh bien, on y vit mieux. Et le dernier point, eh bien, c'est la valorisation de ces matériaux de construction, puisque bien, comme on l'a dit, déjà le bois est valorisé en étant un bois de construction puisqu'il va garder tout le CO2 qu'il a absorbé pendant sa vie. Et puis surtout, on va avoir une revalorisation possible des matériaux puisque une fois la maison inhabitée, on va pouvoir tout simplement la démonter, soit réutiliser les bois s'ils sont encore utilisables, soit les utiliser soit pour du chauffage, soit pour de l'épandage, pour aller dans les champs, dans les forêts, etc. Vraiment, en fait, tout va pouvoir être réutilisé. À l'inverse des constructions béton et briques, dans lesquelles, finalement, quand on a un tas de gravats, c'est très compliqué de différencier les tiges en béton, les tiges en métal qui sont dans le béton, les briques, etc. Donc en général, on tape tout dans la même benne, et tout ça, ça va se retrouver sur des gros tas dans des décharges, et c'est jamais vraiment revalorisé, alors que le bois a une facilité de revalorisation énorme. Et ça, c'est beau. Donc vraiment le bois, c'est écologique et durable du début jusqu'à la fin. D'ailleurs, même lors de la fabrication de votre maison en bois, par exemple chez Stabilam, on a vraiment une utilisation du bois de A à Z. Donc on va utiliser le maximum de bois pour construire la structure. Tout ce qui est planches qui sont un peu trop petites, on va avoir un système d'aboutage pour recréer des lattes plus grandes. Et puis ce qui est vraiment trop petit, et tout ce qui est, je dirais, poussière, copeaux de bois, va être utilisé pour du chauffage. D'ailleurs, chez Stabilam directement, ils vont chauffer une grosse partie de leur bâtiment grâce à ce surplus en fait de bois. Ils ont aussi investi dans des machines pour réaliser ce genre de bûchettes de bois, qui donc sont réalisées uniquement avec le bois et la lignine du bois, donc qui est la colle naturelle du bois. Il n'y a pas du tout de colle ou de rajout de résine ou quoi dans ces bûchettes, c'est uniquement du bois compressé et chauffé en fait pour que la lignine vienne coller.
Et ça, vous pouvez aussi les acheter pour bien vous chauffer chez vous. C'est très agréable au niveau de l'odeur, donc je crois qu'une fois brûlé, ça doit sentir très bien, puisque c'est tout simplement du bois en fait, hein, c'est 100% du bois. Et donc, encore une fois, ça rentre dans cette durabilité, puisque le bois, même celui qui n'a pas été utilisé directement pour construire, eh bien, va être utilisé pour vous chauffer. Ça crée aussi ce côté durable. Voilà qui termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura quand même appris énormément de trucs, parce que nous, en tout cas, on a découvert beaucoup de choses. Je vous rappelle que cette vidéo donc, a été réalisée en partenariat avec Bois Local. Les liens sont dans la description, parce que si en plus vous construisez votre maison en bois, essayez de le faire en bois local, c'est encore mieux. On le rappellera jamais assez, mais l'utilisation du bois local, c'est plein de petites choses, parce que c'est vous assurer un bois qui a fait le moins de kilomètres possible, et donc qui a un impact sur l'environnement qui est moindre, et aussi et surtout ça permet aussi de faire fonctionner l'économie locale, et ça c'est hyper important, surtout à l'heure actuelle. Finalement, vous faites fonctionner l'économie locale, vous avez les meilleurs conseils. Que demander de plus? Franchement, pour utiliser du bois local, c'est vraiment pas mal. J'aurais dû faire publicitaire. Merci à Bois Local, et puis aussi merci à Stabilam évidemment, qui nous a permis d'aller filmer dans leurs locaux, de nous donner pas mal d'informations. La plupart des infos viennent de chez eux. Pareil, le lien est dans la description. Si ça vous a donné envie de construire en bois, foncez chez eux, faire une petite demande de devis. J'en profite donc aussi pour vous rappeler qu'on a un Utip, parce que j'oublie souvent de le préciser. N'hésitez pas à y aller aussi pour nous soutenir. Ça nous permet justement d'aller tourner dans des entreprises et aller découvrir des entreprises. Ça nous permet pas de nous payer vraiment, mais ça nous permet au moins de payer l'essence, de payer une petite cook et un petit café quoi. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le Utip, il y a moyen d'avoir des jolis pulls, il y a des t-shirts, je crois, il y a des stickers aussi. Pour l'instant il n'y a que le logo de l'atelier, mais il y a d'autres logos qui sont en préparation, ça prend un petit peu de temps. Mais il y a d'autres trucs qui devraient arriver, d'autres contreparties qui devraient arriver. Si vous n'avez pas les moyens ou l'envie de le faire, continuez à regarder au moins les vidéos et à les partager, c'est aussi un super moyen de nous soutenir. Pensez à partager sur Facebook, sur Insta, etc. D'ailleurs, retrouvez-nous aussi sur Facebook, Insta pour voir un petit peu les prochaines vidéos qui peuvent arriver. On essaye de mettre un maximum de photos quand on va faire des tournages, donc les liens aussi sont dans la description. En fait, tout se passe dans la description, finalement, ne regardez plus les vidéos, elle est direct dans la description, finalement. En fait, je ferais bien d'écrire le texte de la vidéo dans la description. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner aussi, surtout, parce que c'est aussi une manière de nous soutenir, d'avoir un peu plus d'abonnés. Ça nous permet aussi d'avoir un peu plus de poids face à des marques, par exemple, chez qui on devrait aller tourner. En tout cas, merci de nous avoir suivis jusque-là. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Et bien, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter. Je vous dis tchuss les ateliers. Waouh, impressionnant. En fait, j'ai oublié de prendre mon anti-histaminique. De toute façon, tout est enregistré. Je vais le mettre là. Et oui, si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, vous savez maintenant qu'en fait, il y avait un rouleau de PQ caché là derrière depuis le début. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas à mettre rouleau de PQ dans les commentaires, comme ça on saura que vous avez regardé jusqu'au bout.